Bonjour, c'est la 82e édition de la revue de la semaine, merci d'être là. Avant toute chose, je vous invite et je vous appelle à vous joindre samedi, aussi nombreux que possible, au nouvel épisode de mobilisation des Gilets jaunes. Plus nous serons nombreux, plus nous abaissons le risque de violence, plus nous sommes nombreux, plus la pression est forte sur le pouvoir et lui montre que ces petites manipulations dont il va être question dans cette revue de la semaine ne marchent pas et que nous n'en sommes pas dupes, notamment de cette supercherie qui est le grand débat. Allez, générique. Mon premier sujet concerne la violence de la répression contre le mouvement des Gilets jaunes. Parce que, d'abord, elle est spectaculaire. Le bilan est le plus terrible depuis 50 ans. Et encore, parce que j'accepte la thèse d'après laquelle il y aurait eu 7 morts en 1968, mais à l'époque, on disait qu'il y en avait eu 1. Là, nous en sommes à 12. Ensuite, il y a les gens qui ont été éborgnés, une quinzaine, en tout cas plus d'une dizaine, des gens qui ont perdu une main, parce qu'elle a été arrachée par une grenade, et puis ces centaines de gens qui ont été blessés parce qu'ils ont reçu des balles en caoutchouc d'une violence terrible qui les a ou défigurés, ou brisé un membre, ou percutés d'une quelconque manière. Alors, évidemment, quand on regarde chacune de ces violences, on voit des comportements initiaux différents. Je veux dire qu'une personne soit frappée au visage, c'est parce qu'elle a été visée. Normalement, on trouve un signalement qui est fait à l'IGPN pour qu'elle intervienne, mais c'est pas fait dans tous les cas. Les gens n'ont pas comme premier réflexe, quand arrive un événement de cette nature, justement de courir au commissariat du coin ou à la police du coin pour aller porter une plainte ou dénoncer. Les gens, en général, ils sont tellement traumatisés qu'ils craignent des solidarités corporatives, comme on peut en voir dans d'autres métiers, où un peu mécaniquement, les gens ont tendance à se protéger les uns les autres. Regardez par exemple, dans la profession des journalistes, vous ne pouvez jamais critiquer personne. Aussitôt, tous les autres disent « Ah non, non, c'est normal, c'est la liberté de la presse, etc. » Donc c'est pareil pour les policiers, c'est à peu près le même mécanisme. Mais bon, en tout cas, on a des chiffres, en gros, et des comportements qui ont une origine différente. Clairement, tout ça résulte des doctrines d'emploi que l'on fait de la police. Et c'est là que commence une grande difficulté. Parce que, politiquement, humainement, nous comprenons que des policiers sont mis dans une situation par une façon d'être utilisés. C'est pas eux qui décident de se mettre ici ou là, d'être mobiles, d'être en rang, de charger ou pas. C'est une décision qui vient de la hiérarchie, et la hiérarchie l'évalue, cette décision, en fonction des consignes politiques qu'elle reçoit. J'y reviens parce que c'est très important de comprendre que tous les grands appareils de l'État obéissent et ne sont pas là pour créer eux-mêmes leurs propres règles. Ils obéissent. Et de fait, ils obéissent. Et là, ils obéissent à M. Castaner. Le précédent ministre était Gérard Collomb, qui s'est complètement défaussé de ses responsabilités politiques sur la haute administration de la police, à l'époque dans l'affaire Benalla. Sans doute qu'il avait dû voir que ce qui était en arrière-plan était beaucoup plus compliqué que ce qui se voyait, comme on le constate aujourd'hui. Mais en attendant, Gérard Collomb s'est sauvé en disant « Bon, c'est pas moi, allez voir le préfet de police » et ainsi de suite. Là, Castaner, il assume absolument tout. Et donc, on est fondé à en déduire que c'est lui qui le décide. Et dans ces conditions, tout son comportement doit être examiné comme étant un manifeste, une déclaration politique de sa manière de gérer la police. Et les choses vont mal, parce que non seulement il y a le bilan que je viens d'énoncer, mais il y a l'état d'esprit. Quand, par exemple, il intervient en disant que les gens qui participeraient à une manifestation dans laquelle il y a des violences seraient considérés comme complices. Naturellement, ça n'existe nulle part dans la loi. Une telle imputation, un tel délit, ça n'existe pas. Être présent et coupable d'un acte qui se déroule là où on est présent, alors qu'on n'y a aucune participation personnelle, ça n'est pas conforme à l'idée qu'on se fait des libertés individuelles, ni du droit dans notre pays. C'est pas seulement une idée, l'état du droit. C'est d'ailleurs ce qui a conduit le député insoumis Ugo Bernalicis a déposé une plainte contre le ministre devant la Haute Cour de justice
et de lancer une pétition qui est naturellement une pétition non partisane, qui est une pétition que tout le monde peut signer parce que son objet est d'obtenir que le ministre soit jugé pour avoir ce jour-là menacé les Français et tenté d'empêcher qu'ils assument une liberté constitutionnelle fondamentale, le droit de manifester. Parce que si avant de partir à la manifestation, on vous annonce, un, qu'il y aura des violences, deux, que vous en êtes responsable, clairement, c'est une tentative d'entrave. Et cette entrave à la pratique d'une liberté, c'est puni par la loi. Si c'est vous qui le faites, vous qui n'êtes pas ministre ou qui n'êtes pas parlementaire, quelqu'un peut porter plainte contre vous. Si vous menacez tout le quartier, par exemple, en disant « Ah ben si vous allez à la manif, vous allez voir, il se passera ceci et cela », c'est considéré comme une entrave. Et vous seriez condamné. Parce que la loi est formelle. Là aussi, les juges n'inventent pas la loi, ils l'appliquent. Ils l'appliquent plus ou moins durement, mais ils l'appliquent. Donc, dans la question de l'utilisation de la force de police, on doit d'abord considérer la responsabilité politique. C'est elle qui est centrale et qui explique la situation. Et c'est en comprenant les principes qui animent, qui doivent commander la direction politique de l'action policière qu'on peut s'interroger sur les autres aspects de la réalité de cette répression. Dès lors, la question du matériel qui est utilisé aussi est une question politique. Ça fait de nombreuses années qu'il y a des voix qui s'élèvent pour protester contre les flashballs, je ne sais pas si c'est le nom générique, comment ça s'appelle maintenant, plus précisément. Je vous rappelle comment, à un moment donné, Olivier Besancenot avait lancé l'alerte sur le sujet. Et des gens lui avaient ri au nez en disant « bah oui, c'est normal, c'est un excessif, il est aux extrêmes, il n'aime pas la police, et ainsi de suite. » C'est pas le sujet d'aimer ou pas la police. Le sujet est que ce type d'armement produit inévitablement les dégâts que l'on sait. Et pourquoi je dis inévitablement? Parce qu'il y a plusieurs paramètres. Dès que c'est possible, eh ben, ça se réalise forcément, statistiquement. Mais aussi parce qu'il faut tenir compte du paramètre humain. Il est clair que dans une action de police qui est menée par des êtres humains, ce sont des hommes qui sont là, y entre toute la passion qui peut être celle d'un moment. Et c'est la raison pour laquelle il faut être très vigilant sur le type de matériel qu'on met en œuvre. Pour prendre un exemple extrême, si on ne permet pas que les gens soient armés dans nos pays, contrairement à d'autres comme les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas parce qu'on pense que chaque personne est déterminée à tuer le plus grand nombre de gens autour d'elle à la première occasion, c'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est que placés dans une situation extrême, nous ne voulons pas que les gens puissent avoir recours aux armes, y compris les situations les plus extrêmes. Nous faisons un autre choix de société et de civilisation. On peut juger que c'est dommage. Mais en attendant, même sur le plan de la comparaison des résultats globaux, on peut penser que notre manière de faire est meilleure que celle qui consiste à laisser n'importe qui s'armer avec n'importe quel type d'armement. Car inévitablement, ça conduit aux tueries de masse que vous connaissez. Pour revenir à l'utilisation du matériel dans la police, et grâce à cette comparaison, sans doute peut-on mieux comprendre pourquoi certains matériels ne doivent pas être autorisés, ni utilisés, ni mis à disposition des forces de police, parce qu'ils contiennent la possibilité, dans certaines circonstances, de pousser les individus à aller au-delà des consignes d'usage qui leur sont données. Par conséquent, c'est Besancenot qui avait raison, et depuis longtemps. Mais pas que lui. Depuis, nous avons vu les dégâts qui ont été provoqués par l'utilisation de certaines balles en caoutchouc, et il y a une protestation qui s'élève et qui, à mon avis, est tout à fait légitime et que je vous invite à rejoindre. Il y a une pétition d'intellectuels, de juristes contre l'utilisation de ces matériels. Et vraiment, donnez-leur le coup de main, parce que il faut bien tenir compte du fait que non seulement c'est dangereux dans le moment où c'est utilisé, quand c'est utilisé autrement que dans les consignes, mais on peut dire que c'est dangereux par le potentiel d'escalade que ça contient. C'est-à-dire que après des faits d'une nature aussi grave, vous trouvez toujours des gens pour dire « Ah ben vous voyez, ça prouve qu'il faut répondre au même niveau, il faut rendre coup pour coup, et ainsi de suite. » Donc il y a pas seulement la dérive de l'utilisation d'un matériel, mais la situation que l'utilisation abusive de ce matériel crée, et que nous ne devons pas laisser aller. Donc il faut intervenir pour que ça ne puisse plus être utilisé. Et puisque j'en suis toujours aux aspects de la répression, il ne faut pas accepter cette sorte de chantage qui pèse sur nous
quand on vous dit « Est-ce que vous condamnez les violences ?» Et beaucoup de nos amis répondent « Évidemment », parce que évidemment tout le monde condamne les violences, personne n'aime les violences. Mais vous voyez bien que les journalistes qui vous posent cette question ne le font pas pour que la violence recule et que les gens soient dissuadés d'y recourir. En général, on ne vous demande aucune explication aussi. Quand vous dites « Oui, je condamne la violence », pourquoi la condamnez-vous, monsieur? Expliquez-vous. Non, on ne pose pas de question, ou madame. On voit bien que la question est posée de manière à participer à une forme de bouclage médiatique du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que on va essayer de l'isoler, de montrer que sa violence est condamnée par tout le monde, et surtout, évidemment, par les gens de notre bord. C'est à nous qu'on pose le plus souvent la question, parce que l'intention est de nous rendre responsables de ces violences. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que dans l'esprit du public, on dise « Ah ben voilà, les Gilets jaunes, ce sont des violents, et les responsables politiques qui les soutiennent, ou les personnes, ou les militants et militantes politiques qui les soutiennent, sont eux-mêmes des violents. » Et c'est ce piège qu'il faut déjouer. Naturellement, nos amis disent « Nous sommes contre les violences », et ils ajoutent souvent après « Mais », et ils veulent parler des violences policières. Et donc, depuis, il y a une espèce de campagne qui s'est montée sur le thème « Pourquoi dites-vous mais ?» qui est une façon de revenir à la charge pour dire en réalité, vous êtes favorable aux violences et votre façon de faire revient à les couvrir. Donc on voit que c'est très pervers, hein, mais bon, qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre des gardes-chiourmes du système? Rien. Donc, mais quand même, faisons attention, parce que, évidemment, s'ils sont payés aussi cher, et s'ils font une telle opération de bourrage de crâne, c'est qu'il y a une efficacité. Hein. Sinon, on peut supposer que ceux qui les emploient les paieraient ou moins cher ou les emploieraient pas du tout. Donc nous devons être vigilants dans notre façon de nous exprimer, mais plus encore dans notre façon de comprendre ce qui se passe et la façon de mener notre combat d'explication. Je dis tout ça parce que beaucoup de ceux qui m'écoutent ont eux-mêmes des pages Facebook, des réseaux de contacts dans lesquels ils diffusent eux-mêmes des arguments, et je vous encourage à continuer à le faire de cette façon parce que c'est la façon la plus efficace de retourner une situation. Si je n'avais pas, moi, autant d'amis qui me défendent partout, je serais littéralement écrasé sous le poids du bombardement de dénigrement que je subis à peu près tous les 2 jours. Il y a une campagne nouvelle contre moi. Mais ce qui est vrai pour moi est vrai pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez. Donc, dans ce moment, nous devons être vigilants sur ces aspects et mener la bataille sur le plan juridique. Alors, c'est ce qu'a fait le député insoumis Ugo Bernalicis par rapport à M. Castaner, ministre de l'Intérieur. C'est ce que fait la pétition des intellectuels et des juristes, et ainsi de suite. Je pense que la semaine prochaine, il y aura encore des initiatives qui vont être prises, et il faut toutes les aider, les encourager. De la même manière que nous avons besoin de la mobilisation la plus ample pour entourer le mouvement des Gilets jaunes et empêcher la manœuvre qu'est le grand débat qui revient à dire, bon, le président de la République ne dissout pas l'Assemblée nationale, il voudrait dissoudre le mouvement. Hein. Alors il est trouvé pour dissoudre le mouvement dans le grand débat, et puis vous avez tout de suite des bonnes âmes pour dire « Ah ben vaut mieux débattre que de se battre et tout ». Je vais maintenant aborder cette question du grand débat. Le grand débat est une sorte d'argument de confort pour ceux qui ne savent plus quoi dire pour arrêter le mouvement des Gilets jaunes. Et la dernière trouvaille, c'est ça, c'est de dire, bah, à quoi bon, pourquoi vous faites ça, alors qu'il y a un grand débat qui est organisé. Et il a été d'abord entamé par des cahiers de doléances qui ont été lancés par un certain nombre de maires, pourquoi pas, mais c'est surtout le grand débat qui est la grande affaire. Alors, évidemment, l'appareil du parti médiatique fait pas de bilan, c'est pas eux qui vont vous expliquer ce qui se passe. Mais notamment, je trouve quand même un peu fort de café, que personne parmi eux ne dise « mais c'est la 3e fois qu'il fait le coup ». Et quand je dis la 3e fois, c'est parce que j'oublie des grands débats annexes hein, pour le pouvoir. Mais alors, quel grand débat? Le plus spectaculaire, c'était le grand débat, les conventions démocratiques, les conventions citoyennes. Vous avez oublié, je suis sûr, que ça a eu lieu tout ça, hein, sur l'Europe. Alors le président Macron était allé à la Sorbonne, il avait fait un grand discours, un grand tralala, et puis on avait dit « Ah, quelle merveille, tout ce qu'il dit, comme c'est intéressant, on voit enfin un vrai Européen, blablabla ». Enfin bon, la grosse caisse habituelle avait fonctionné. Et il avait non seulement promis que ça aurait lieu dans toute la France, mais il avait prévu que ça ait lieu dans toute l'Europe. Bon, naturellement, rien de tout ça ne s'est passé, rien.
il y a eu des débats en France, qui étaient souvent des débats confidentiels, à l'invitation d'un ministre ici, d'un préfet là, et on a bavardé sur l'Europe, ici ou là, et à la fin, sans doute, il y a dû y avoir quelque chose. Il y a eu des cahiers qui regroupaient ce qui s'est dit. Comment je le sais? Parce que nous avions nous-mêmes quelqu'un, une députée présente, dans le comité national qui était censé s'occuper de tout ça. C'est Daniel Obono, à qui, député de Paris, insoumise, à qui on avait dit, ben écoute, vas-y, puisque c'est prévu, hein, et qui nous avait dit quelle mascarade était toute cette affaire. Personne ne s'en rappelle. Pourtant, ça a été annoncé, mais il faut voir comment. Bon. Et puis après, ou avant, il y a eu un autre grand débat, qui a peut-être moins marqué dans l'Hexagone, mais ça s'appelait les Assises de l'Outre-mer. Donc vous avez des gens qui ont vraiment mouillé la chemise, hein, pour que ces assises aient lieu. Et des gens de bonne foi, je veux dire, moi je leur en veux pas, d'avoir essayé de faire fonctionner cette affaire. Alors, encore une fois, des réunions, des blabla et tout ça. Et à la fin, il y a eu quoi? Un livre bleu. Voilà, bleu le livre. Et puis, il y a eu un saupoudrage, une ou deux mesures peut-être qui est passée dans la loi de finances, mais rien du tout. Par contre, ce qu'on sait, c'est que derrière, il y a eu la plus grande insurrection citoyenne de l'histoire de ce département, à La Réunion, la plus grande depuis, allez, pour faire court, on va dire 40 ans, hein, mais sans doute plus, hein, un blocage généralisé de toute l'île. Alors après, il y a eu aussi le grand débat sur la montagne d'or, en Guyane. Bon, vous n'en avez pas entendu parler parce que la Guyane c'est loin, mais de la montagne d'or, vous en avez entendu parler. Donc ce gars, ce président, a l'habitude de manier le gadget du grand débat. Et celui-là est une supercherie par la force des choses. Il y a plusieurs aspects que vous devez considérer pour bien comprendre pourquoi c'est une supercherie. Quand j'emploie ce mot, ce n'est pas une accusation gratuite ou parce que je suis dans l'opposition, ce qui est bien normal, que je m'exprime un peu durement par rapport à la majorité. Mais regardez comment ça fonctionne. Vous avez une lettre que le monarque envoie à tout le pays, on se demande pourquoi. Il a la possibilité de s'exprimer à la télévision, il a fait des vœux, pourquoi il écrit une lettre? On voit qu'il y a là un aspect de communication. Il voudrait que chacun reçoive personnellement, et il prend les gens pour des gugus, parce que des lettres, tout le monde vous en envoie, hein, EDF, Gaz de France, le supermarché du coin, tout le monde envoie des lettres de ce type de com. Et croire que quoi, qu'on va pas s'en rendre compte, que l'idée même d'envoyer une lettre est un coup de com. Hein. Voilà, la première fois, c'était pas pareil, c'était nouveau, puis c'était dans des campagnes électorales. La lettre de François Mitterrand aux Français, c'est pendant une campagne électorale. Là, c'est hors campagne électorale, il décide de nous écrire. Et quand vous regardez la lettre, c'est elle qui cadre le grand débat, vous apercevez, il faut voir les sujets. Vous avez la fiscalité, c'est-à-dire le niveau des impôts, mais pas seulement le niveau des impôts, c'est qui on impose et comment. Là, on ne vous dit pas qui on va imposer et comment, on vous dit quels impôts voulez-vous réduire, comme si c'était la seule chose qui nous venait à l'esprit, et en contrepartie, quel service public faut-il supprimer. Donc, sous couleur de vous présenter un débat à propos de la fiscalité, on vous présente une pensée politique qui est très typique des libéraux. Hein. Ça, c'est un débat. Ensuite, vous avez le débat sur le thème de l'écologie. Et là, il prend le thème exclusivement sur les aspects personnels et individuels. Acheter une voiture qui pollue moins, se chauffer d'une manière qui pollue moins, etc., etc. Par la même chaudière, enfin, vous avez vu tout ça. Mais le vrai du fond du sujet, c'est pas celui-là. C'est changer le mode de production, le mode d'échange et de consommation. Pour ça, il y a des investissements. C'est prévu dans l'accord que la France a signé à la COP21, la conférence sur le climat, quand elle a eu lieu à Paris. On a pris des engagements pour financer la transition écologique. Il y a des sommes qui, tous les ans, doivent être mises sur la table pour payer le changement des machines et ainsi de suite. Mais chaque année en France, il manque presque 30 milliards d'investissements. On en est depuis 2016 à 90 milliards qui n'ont pas été mis sur la table pour financer cette transition. Puis tous les ans, évidemment, ça s'aggrave. Et évidemment que quand on parle de la question du financement de la transition écologique, il faut dire qui va payer. C'était précisément le sujet au départ de cette bataille des Gilets jaunes, puisque le gouvernement avait décidé, ou faisait semblant de dire, c'est vous qui allez le payer dans vos déplacements individuels. On sait maintenant que c'était un prétexte, c'est pas vrai, que ça n'a jamais été pour des raisons écologiques, que cette surtaxe avait été imaginée, mais pour compenser l'argent qui n'est pas dans les caisses de l'État à propos de l'ISF. Bon. Et voilà. Donc cet aspect-là, il est bidon.
Et puis le troisième, ce sont les institutions. Alors les institutions, il y a eu un temps où c'était une question compliquée, on me disait, oh là là, tout ça, c'est loin, les gens s'y intéressent pas. Peut-être bien qu'ils s'y intéressent pas, mais finalement ils s'y intéressent. La preuve, c'est qu'ils ont parfaitement compris, une fois qu'ils ont eu présenté et représenté leurs revendications sociales, augmentation des salaires, augmentation des minima sociaux, refus des taxes, les gens se disent, mais qui décide de toutes ces choses dont nous ne voulons pas? Et comment se fait-il qu'on puisse les décider sans notre accord? Alors, vous avez des gens qui se braquent en disant « Ah, mais la démocratie représentative, si vous commencez à faire des référendums, il n'y a plus de démocratie. » C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Bon, moi, ce que j'ai à en dire, quand je lis le papier, pas quand je lis mon propre programme, l'avenir en commun, il dit qu'il veut changer le Sénat, le Conseil économique et social, la manière de voter. Bon, mais tout ça, ce sont des changements constitutionnel. Et si vous voulez faire des changements constitutionnels, il faudra donc faire un vote sur la Constitution. Alors si on doit avoir un vote sur la Constitution, notre argument à nous autres les insoumis fonctionne à plein. Il faut que ce soit une assemblée populaire de représentants du peuple qui change la Constitution et pas une fois de plus un petit groupe de gens. D'autant que là, c'est pas un petit groupe, c'est lui tout seul. Car le monarque nous a dit, Emmanuel Macron, a dit, eh bien à la fin du grand débat, je vous dirai les leçons que j'en tire, etc. Alors ça commence mal, parce que pourquoi lui tout seul? Et puis surtout, on connaît d'avance ses conclusions, vu qu'elles sont déjà dans les lois qu'il a déposées au Parlement. Et comme il a dit qu'il ne changerait pas de cap, eh bien, c'est la raison pour laquelle je suis conduit à dire, si, un, il ne change pas de cap, deux, les questions contiennent une idéologie et sont biaisées, et trois, à la fin, on ne sait même pas qui votera, eh bien, c'est une supercherie. Ou plus exactement, ça ne prend que les gogos qui veulent bien y croire. Parce que quand on vous dit le grand débat, dans le titre, il n'est pas écrit la grande décision. Or, ce que les gens veulent aujourd'hui, ce n'est pas tant débattre, parce que ça fait 10 semaines qu'ils débattent, notamment sur les ronds-points, dans les familles, partout, tout le monde parle. La France n'est pas privée de débat politique, il faut arrêter de raconter des histoires. Surtout que notre campagne présidentielle et législative, c'était à peine il y a 18 mois quand même. Bon, donc on n'est pas privé de débat, on est frustré quant aux décisions, car lui considère qu'en ayant fait 23% au premier tour, ça lui donne le droit de dévaster de fond en comble tous ceux qui constituent l'identité de la France au sens ordinaire des choses, la sécurité sociale, le code du travail, le fait que tout le monde paye des impôts et qu'on devrait en payer plus quand on a plus, etc., etc. Cet homme considère qu'il y a une espèce de mission qui lui vient d'on ne sait où, qui le conduit d'une part à mépriser les gens, parce que maintenant on voit que c'est profond. Au début on pouvait se dire c'est une ruse, il veut faire l'homme de droite, à supposer que les gens de droite parlent comme ça aux gens, et puis maintenant on voit que non, ça correspond vraiment à un tempérament, un esprit de caste. Il n'a pas pu s'empêcher de recommencer, après avoir parlé des gens qui ne sont rien, après avoir parlé des cyniques, des feignants, tout ça, on l'a entendu l'autre jour dire, il y en a qui ne savent pas ce que c'est que faire l'effort, et aujourd'hui c'est pour ça qu'il y a des problèmes dans notre pays. Enfin, c'est absolument incroyable de parler comme ça. Et il recommence, au premier grand débat qu'il a eu avec les maires, il dit oui, il y en a, il déconne, en parlant des pauvres qui, d'après lui, vivraient dans la joie de toucher des allocations sociales. Voilà. Donc, on voit qu'il n'est pas possible d'attendre quelque chose de ce grand débat qui soit positif. Donc, on m'a demandé si est-ce qu'il allait rétablir l'ISF, est-ce que je dirais oui, vous savez, c'est le genre de question stupide qui n'a pas d'intérêt. Le gars a déjà dit non 2 fois. Et puis c'est une manière de dire, vous voyez, le débat est ouvert, parce qu'il pourrait supprimer l'ISF. Oui, il pourrait aussi décider la semaine des 4 jeudis. Qu'est-ce que vous pensez de la semaine des 4 jeudis? Pour lui, il ne la fera pas. Il ne fera pas l'ISF, et donc ce débat est condamné à être une supercherie qu'il va utiliser. Il va l'utiliser dans des conditions coûteuses, parce que tout ça coûte beaucoup d'argent. C'est une campagne électorale gratis pour lui, pour qu'il intervienne beaucoup et un peu partout. Il a prévu de recommencer le numéro qu'il vient de faire avec 600 maires dans une dizaine d'endroits. Il va donc y avoir à nouveau cet incroyable spectacle que vous avez tous vu. Parce que comme ça a duré 6 heures dans les chaînes d'information en continu, vous avez tous vu que le président de la République est présent, les élus sont là, en écharpe, et autour il y a 1200 gendarmes, et c'est énorme, 1200 gendarmes, il faut vous rendre compte du nombre de gens que ça fait, et l'argent que ça coûte. Et puis vous avez des gilets jaunes, dont pas un n'a le droit d'entrer dans la salle. Si on voulait proclamer la séparation absolue
des élus d'avec le peuple, il n'y a pas d'autre manière de faire plus brillante que celle-là, plus spectaculaire. Je pense que c'est odieux. Alors on me dit, est-ce que vous appelez à boycotter? Moi j'appelle à rien. Je dis juste, je ne participerai pas et je ne cautionnerai pas cette supercherie. Après, chacun d'entre vous fait comme il le sent, parce que c'est sur le terrain et c'est dans l'action qu'on sait le mieux ce qu'il faut faire. Bon, le premier grand débat, c'était un peu un test, parce qu'on avait un ami, au moins dans la salle, il n'y en avait pas qu'un, mais il y en avait un député de Normandie, qui est Sébastien Jumel, qui est un député communiste. Il est allé là-bas, il est l'ancien maire de Dieppe, donc on ne peut pas dire, bon, il n'a rien à voir avec le sujet, il n'y connaît rien. Hein. Bon, lui aussi a été maire il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant, il est député. Et il a essayé d'avoir la parole, en vain, c'était pas prévu. Donc, et puis vous allez voir, progressivement, les jours passant, on va s'apercevoir que tout avait été super organisé, super quadrillé, pour que le président n'y trouve aucun inconvénient, ni aucune difficulté. C'est donc quelque chose qui est construit pour le mettre en scène dans un numéro de Monsieur Je sais tout, qui est un mélange assez insupportable de suffisance et de mise à distance du peuple. Bon, on est au bout du temps que je donne à cette revue de la semaine. J'aurais voulu vous parler du Brexit, parce que c'est un événement important qui a lieu dans l'histoire de l'Europe, mais la chance que j'ai, c'est que je peux vous renvoyer dans la description à la vidéo qui montre mon intervention à l'Assemblée nationale sur le sujet. Il y en a encore pour 15 minutes. Hein. Si la politique vous passionne à ce point et que vous arrivez à supporter mes discours, eh bien, vous l'avez dans la description et vous pouvez aller voir ça. Bon, les gens, c'est assez long comme ça. Si ça vous a plu, vous mettez un pouce bleu parce que ça nous aide. Si vous découvrez ça pour la première fois et que ça vous plaît, nous, ça nous fait plaisir. Si vous vous abonnez, c'est gratuit. Et ça nous encourage à continuer ce travail. Je sais que ça crée un style, il y en a d'autres qui le font, j'en suis content. Peut-être que nous, on va finir par réinventer aussi la formule. Il le faudra. Mais merci à tous ceux qui, par leur participation, leur intérêt pour cette vidéo, participent à, au fond, la bataille que mènent ces vidéos, parce que ce n'est pas des petits entretiens sans objet, c'est une forme de la lutte.